Haikyuu. Pour certains, c'est un simple manga de volley. Pour d'autres, c'est un animé exceptionnel. Et puis, il y a ceux qui vous diront que c'est le meilleur manga de sport. Mais perso, ce qui me fascine le plus avec cette œuvre, c'est qu'on peut demander à 15 personnes différentes leur scène préférée et obtenir 15 réponses différentes. Alors, je me demande, c'est quoi au juste la meilleure scène d'Haikyuu ? Salam les refs, bien, moi c'est Jixtro et aujourd'hui on va s'intéresser aux plus belles scènes d'Haikyuu pour déterminer laquelle trône au-dessus de toutes les autres. Bon, la vérité c'est que je cherchais juste un prétexte pour vous parler du nombre incalculable de scènes exceptionnelles dans cette œuvre, mais je vous promets que d'ici la fin, on trouvera la réponse à notre question. Et pas d'inquiétude, je sais que tout le monde n'a pas lu le manga, donc je ne parlerai que des scènes qui ont déjà été montrées dans l'animé, c'est-à-dire les 4 premières saisons plus le film. Avant de commencer, et si l'idée vous plaît, je vous invite à liker et booster la vidéo histoire de soutenir la chaîne. Pensez à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, dites-moi en commentaire quelle est votre scène préférée dans l'œuvre. Je suis sûr qu'il y en a auxquelles j'ai même pas pensé. Bref, sans plus tarder, place à la vidéo. Alors déjà, la première chose qu'il faut établir, c'est les critères qu'on va utiliser pour juger de la qualité d'une scène. Et à mon sens, il y en a deux qui sont absolument incontournables. Les émotions procurées par la scène et le message qu'elle cherche à transmettre. Pour les émotions, il n'y a pas vraiment de restriction, donc ça peut être de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'admiration, de la frustration ou de la satisfaction même, je m'en fous un peu de la nature de l'émotion. Tout ce que je demande, c'est que la scène nous fasse ressentir quelque chose à l'intérieur de nous. Genre, j'ai besoin de sentir mon âme vibrer quand je vois la scène, parce que si elle me laisse trop indifférent, c'est mort, je pourrai jamais la considérer comme la meilleure de l'œuvre. Et je suis conscient que cet argument est purement subjectif, parce qu'on a tous des sensibilités différentes, ce qui veut dire qu'une même scène n'aura pas du tout le même impact auprès de deux personnes différentes. Mais je pense aussi qu'une très bonne scène doit au minimum pouvoir toucher à peu près n'importe qui, même si l'intensité n'est pas du tout pareille. En gros, dans mon idée de ce que doit être la meilleure scène d'Haikyuu, peu importe la personne que je mets devant, elle va nécessairement ressentir quelque chose. Typiquement, il y a plein de scènes de Kenma que je kiffe trop parce que j'aime trop le personnage, mais je les considérerai jamais dans cette discussion parce que je suis conscient qu'une personne qui est moins fan de lui sera probablement indifférente face à ces mêmes scènes. Ensuite, le second point dont on doit discuter, c'est le message que raconte une scène. Et ça, mine de rien, c'est assez important parce que toutes les scènes ne jouent pas dans la même cour dès lors qu'on s'intéresse à leurs propos. Certaines ont par exemple un impact émotionnel de dingue, mais fondamentalement, elles racontent pas grand chose. Genre, elles sont cool parce que l'action sportive qu'elles montrent est dingue, mais y a pas forcément de lecture sous-jacente. C'est juste cool parce que l'action est cool, ça va pas beaucoup plus loin. Puis, il y a aussi des scènes qui cherchent à raconter quelque chose, mais qui se font quand même absorber par leur propre impact émotionnel. Je pense par exemple à la première fois qu'on voit Nishinoya sauver la balle avec ses pieds, quand ils affrontent Dateko. La scène est dingue pour la prouesse qu'il fait en tant que libéraux, parce qu'on s'attendait absolument pas à ce genre de sauvetage. Mais, un élément qui passe souvent à la trappe quand on parle de ce moment, c'est qu'il nous raconte aussi quelque chose sur la relation entre Nishinoya et Azumane. En sauvant cette balle, Nishinoya prouve à Azumane qu'il peut véritablement se lâcher et attaquer librement, sans se soucier de ses arrières. Sauf que, du coup, même si la scène traite effectivement de ça, ça passe vite au second plan face à la pure prouesse athlétique que nous montre Nishinoya. C'est ça qui crée l'impact émotionnel, ce qui fait qu'au final, on s'en fout presque de l'aspect relationnel avec Azumane. Et donc, tout ça pour dire que ce genre de scène, malgré l'impact émotionnel indéniable, ne peut pas être considéré dans une conversation pour la plus grande scène d'Haikyuu, parce qu'au niveau du message, c'est beaucoup trop faible. Ok, donc on a établi qu'il nous fallait un impact émotionnel très puissant, mais aussi un message suffisamment fort pour être considéré comme la meilleure scène de l'œuvre. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant et commencer à discuter des scènes en tant que telles pour voir s'il y en a certaines qui se démarquent du lot. Puis si ces critères ne nous suffisent pas à les départager, on élèvera encore un peu plus nos exigences. Maintenant, pour que vous compreniez bien la galère dans laquelle je me suis mise, là j'ai une liste avec plus de 20 scènes qui sont toutes exceptionnelles à mes yeux, et je dois réussir à n'en garder qu'une seule, celle que je vais élire comme étant la meilleure de tout Haikyuu. Vraiment, force à moi. Bon, déjà, je pense que pour optimiser un peu le processus, on va procéder de manière thématique. Et pour commencer, je vais uniquement m'intéresser aux scènes qui se concentrent sur Hinata ou Kageyama. Je me dis que c'est le plus logique. Comme au final, c'est quand même eux la base du récit, ce serait pas déconnant si la plus belle scène de l'œuvre se focalisait sur l'un d'eux ou sur leur relation. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment restreint le choix des possibles, tellement il y a de bonnes scènes qui les concernent. Déjà, on doit absolument parler du premier épisode de l'animé parce qu'il est la pierre fondatrice de toute l'œuvre. En fait, juste avec cet épisode, on a les problématiques initiales d'Hinata et de Kageyama qu'ils vont devoir surmonter pour progresser en tant que joueurs. Autrement dit, tout leur développement en tant que personnage commence avec ce match. D'un côté, on a Kageyama qui doit apprendre à mieux considérer ses coéquipiers pour ne plus être un tyran, et de l'autre, on a Hinata qui souhaite devenir suffisamment fort que pour pouvoir dépasser les limites que lui impose sa taille. Maintenant, mon problème avec ces deux idées, c'est qu'aucune n'a de scène suffisamment forte que pour se
suffire à elle-même. Du coup, on peut pas vraiment en isoler une pour la prendre en compte. Que ce soit pour Kageyama ou Hinata, leurs problématiques nous sont davantage véhiculées à travers l'accumulation de petites séquences de match. Y a pas un moment particulièrement grandiose. On voit les attaques d'Hinata constamment bloquées par le mur adverse, tout comme on voit Kageyama constamment en train de se prendre la tête avec ses coéquipiers. Ok, mais l'autre truc hyper important que cet épisode nous introduit, c'est la relation entre les deux personnages, et des scènes marquantes à ce propos, c'est pas ce qui manque. Moi, j'en compte 3. Leur confrontation dans les toilettes, leur discussion au filet, et leur déclaration de guerre après le match. Et là, niveau émotion, on est dans le bon. Les 3 scènes ont toutes un petit quelque chose qui me fait vibrer de l'intérieur. Mais faut bien faire des choix dans la vie, et malheureusement, je vois pas vraiment d'argument pour garder la scène des toilettes. Je veux dire, elle est cool, c'est sûr, c'est littéralement la première interaction entre les deux persos. Sauf que, du coup, comme c'est seulement la première rencontre, on n'a pas l'impact émotionnel ou le propos des scènes qui viennent après. Pour le dire autrement, leur confrontation en dehors du stade fait exactement la même chose en mieux. Ici aussi, on oppose leurs convictions et leur détermination, sauf que cette fois, cette opposition a beaucoup plus de poids, étant donné qu'on les a vus s'affronter, ce qui donne à la scène un bagage émotionnel supplémentaire. In fine, je vais aussi privilégier la scène de leur confrontation à leur discussion au filet, parce que je la trouve fondamentalement plus puissante et plus belle. Visuellement déjà, il y a un vrai travail sur la composition qui rend la scène plaisante à regarder, mais surtout, ce qui me paraît important ici, c'est que la confrontation d'après-match, c'est un réel échange entre les deux personnages, ils se reconnaissent comme étant rivaux et se défient pour devenir meilleurs. Et ça représente vachement mieux leur dynamique relationnelle, beaucoup plus que l'autre scène où Kageyama domine assez largement Hinata. Donc, pour l'instant, notre prétendant, c'est cette déclaration de guerre entre Hinata et Kageyama à la fin du premier épisode. Et en vrai de vrai, c'est même pas si déconnant que ça si on s'arrêtait là. Je veux dire, la scène est folle quand même. Mais bon, restons sérieux, c'est déjà pas la meilleure scène impliquant ces deux personnages. Et là, j'ai quelques scènes qui me passent par la tête. Je sais pas si elles sont forcément meilleures, mais je vais les mentionner par souci d'exhaustivité. Déjà, il y a la toute première fois qu'ils font leur attaque spéciale. Malheureusement, autant je trouve la scène importante pour leur développement respectif en tant que joueur, avec tout ce que ça implique sur leurs qualités et défauts, autant je peux pas vraiment la considérer parce qu'elle ne survient que dans un match d'entraînement. Et c'est vraiment dommage parce que là où la confrontation du premier épisode marque le début de leur rivalité, cette première tendue rapide marque clairement le début de leur complicité en tant que duo. Mais voilà, comme dit plus tôt, le contexte du match fait que la scène n'a pas l'impact émotionnel suffisant. Une autre scène qu'il faut mentionner quand on parle de la relation entre Hinata et Kageyama, c'est leur bagarre en début de saison 2. En termes d'émotion et de propos, la scène tape très juste. La défaite contre Aoba Josai est encore assez fraîche, donc la frustration est hyper palpable. Mais surtout, la scène nous montre les difficultés du duo après avoir atteint un plafond de verre. Et le seul moyen de briser ce plafond, c'est à travers le conflit. Kageyama doit accepter de laisser plus de liberté à Hinata, et Hinata doit apprendre à gérer ses courses d'élan et ses smatchs. On en revient encore à leur problématique initiale, sauf que cette fois, ils doivent les surpasser ensemble. Et des moments comme ça, il n'y en a pas vraiment d'autres dans l'œuvre, ce qui rend la scène assez unique et marquante du coup. Le seul moment qui s'y rapproche un peu, c'est les instants qui font directement suite à la défaite contre Aoba Josai, quand Kageyama s'excuse d'avoir fait une passe et qu'Hinata ne supporte pas cette idée. Mais pour moi, ce qui rend cette scène particulièrement intéressante, c'est plutôt l'intervention de Takeda et son discours sur le fait de perdre et le rapport à la faiblesse. Là, on commence à vraiment entrer dans du très sérieux en termes de propos, et pas seulement pour ce que ça dit sur les personnages ou leur développement, mais aussi pour les messages que l'œuvre cherche à transmettre. C'est une des plus grandes forces d'IQ, donc si on veut déterminer quelle est la meilleure scène du manga, on est obligé de placer une emphase là-dessus. Et c'est pour cette raison qu'à mes yeux, cette scène est meilleure que la confrontation à la fin de l'épisode 1. Même si c'est pas une aussi bonne bagarre que celle de la saison 2, le propos qu'amène Takeda n'a pas d'équivalent à ce stade de l'histoire. Et puis, la scène est vraiment belle. Bon, elle a rien de subtil ou d'original, mais force est de constater qu'elle fonctionne assez bien. C'est ok de perdre et de tomber tant qu'on se relève derrière. Donc, que ce soit en termes d'émotion, avec la frustration de la défaite, ou de propos, avec l'acceptation de cette dernière pour mieux rebondir, pour l'instant, aucune scène ne fait mieux que ça. Petite mention aussi à la scène qui vient juste après, quand on voit l'équipe pleurer pendant qu'elle mange. Franchement, je me rappellerai toute ma vie de la première fois que j'ai vu cette scène. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'est indescriptible. Et limite, on pourrait considérer que les deux moments font partie d'une seule et même scène, mais vas-y, j'ai pas envie de me foutre de votre gueule, donc je vais pas le faire. Bon, par contre, j'aime bien la scène sur laquelle on s'est arrêté pour l'instant, mais je dois avouer qu'elle me dérange un peu, parce que, ok, elle fonctionne niveau émotion et propos, mais, comment dire, elle est un peu trop banale. Genre, elle dégage pas assez d'exceptionnalité. Du coup, je pense qu'on rendrait pas vraiment justice à l'œuvre si on élisait cette scène comme étant la meilleure. Surtout que, si on considère uniquement le prisme de la relation Hinata-Kageyama, la meilleure scène pour moi, c'est clairement celle du couronnement en début de saison 4. Je vais pas vous refaire tout un laïus ici, je viens à peine
peine de sortir une vidéo dans laquelle je prends le temps de décortiquer la scène, mais pour faire court, ce moment est hyper important dans l'évolution de Kageyama en tant que joueur, mais il est aussi important pour la relation de nos deux protagonistes, en plus d'être une excellente métaphore à leur dynamique sur le terrain. Par contre, je dois avouer que niveau émotion, on n'est pas dans l'exceptionnel. Même si on ressent assez bien les galères de communication de Kageyama, les enjeux, eux, restent légers. C'est juste du conflit interne entre coéquipiers, dans un match amical qui plus est, donc la tension atteint vite son plafond. Ça me fait mal de dire ça, parce que la scène est clairement dans mon top 3. Mais voilà, au moins comme ça, vous savez que je fais un réel effort pour minimiser mes biais personnels. Par contre, une autre scène qui est dans mon top 3 et qui mérite largement d'être considérée comme la meilleure d'IQ, c'est quand Hinata et Kageyama défient Ushijima en début de saison 2. Là, on commence à rentrer dans de l'exceptionnel, que ce soit en termes d'émotion, mais surtout en termes de propos. J'ai déjà prévu d'y dédier une vidéo à part entière, tellement j'ai des choses à dire dessus. Mais aujourd'hui, je vais me contenter de parler des évidences, à savoir l'opposition entre les underdogs, que sont Hinata et Kageyama, avec le grand favori, qui est Ushijima ou Akatoshi. Cette scène, c'est la quintessence de ce qu'est l'opposition entre David et Goliath, celui qui a tout contre ceux qui n'ont rien, celui issu d'un sol fertile contre ceux qui proviennent du béton. Rien que le contraste visuel que nous propose l'imagerie de la scène, c'est du grand n'importe quoi tellement c'est fort. Et puis quand on ajoute à ça la tension qui monte progressivement entre Hinata qui se sent pris de haut et Ushijima qui ne le considère même pas comme un adversaire digne d'intérêt au début, on a la base d'un cocktail explosif. Cocktail qui explose véritablement quand Hinata provoque Ushijima après l'avoir devancé dans les airs pour récupérer une balle. Hinata Shoyo, l'enfant du béton, le corbeau déchu de Karasuno, le champion sans aile, face à l'aigle royal de Shiratorizawa, Ushijima. Honnêtement, tout dans cette scène me fascine, même la manière dont Ushiwaka parle d'Oikawa, parce qu'il le complimente sur son niveau et sa capacité à tirer le meilleur de son équipe, tout en le rabaissant sur son obstination à vouloir s'opposer à lui. Sauf que ça caractérise tellement bien Ushijima, ça sonne comme de la condescendance, mais venant de lui, on sait que c'est juste une confiance absolue en ses capacités. Il se pense meilleur que tout le monde, parce que jusqu'à présent, il a été meilleur que tout le monde. Donc c'est pas un excès de confiance ou de l'arrogance, c'est juste du réalisme brutal. Et pour un antagoniste, c'est une construction splendide, parce que la scène nous le présente clairement comme un mur infranchissable, ce qui signifie obstacle pour le protagoniste, donc épreuve à surmonter, donc enjeu narratif, donc tension, donc investissement émotionnel. Bref, on peut difficilement mieux introduire son antagoniste, parce que là, on a vraiment toutes les bases d'un affrontement grandiose, surtout quand on y ajoute cette thématique centrale de David contre Goliath. Je sais que je me répète là, mais c'est parce que si on prend un peu de recul, cette thématique, c'est celle qui caractérise le mieux Hinata. Or, cette scène est probablement celle qui dépeint le mieux la thématique. Autrement dit, c'est la scène qui représente le mieux la thématique principale du protagoniste. Donc ouais, autant dire qu'elle est sacrément importante pour le propos de l'œuvre. Mais elle est aussi chargée en émotions. J'ai l'impression d'avoir encore tellement de trucs à dire sur la scène, genre j'ai même pas parlé du regard de félin d'Hinata. S'il vous plaît les gars, le regard d'Hinata, c'est quand même un des trucs les plus récurrents et hypants de l'anime. Si on parle de la meilleure scène d'IQ, ça me paraît évident qu'il faut considérer au moins une scène où Hinata a son regard de félin. C'est à la fois un truc qui témoigne de sa passion profonde pour le volley, mais ça montre aussi une certaine confiance en lui. Une confiance qui au final n'est pas basée sur grand chose. Mais ça marche quand même parce qu'on sait qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour gagner, même s'il n'est pas le plus talentueux. Bon, je vais m'arrêter là pour cette scène, je pense que vous avez saisi l'idée. Pour l'instant, on va la garder de côté comme étant la candidate la plus sérieuse, et puis on verra si d'autres scènes arrivent à lui voler la couronne. Mais pour ce qui est des scènes impliquant à la fois Hinata et Kageyama, j'avoue que j'en vois pas de meilleures, même s'il y en a encore d'autres qui méritent d'être mentionnées. Je pense par exemple au dernier point du match contre Inarizaki, quand Hinata et Kageyama bloquent l'attendu rapide des jumeaux. Intrinsèquement, déjà, la scène est très puissante niveau émotion, parce que c'est le dernier point du match. Mais si on y ajoute le fait qu'elle fasse directement écho au dernier point du match qu'ils avaient eux-mêmes perdu contre Aobajosai, la scène prend une toute nouvelle envergure. Elle est super belle et super importante pour l'évolution des protagonistes. Genre, en un instant, on prend conscience de tout le chemin qu'ils ont dû parcourir pour arriver jusqu'ici, mais on comprend aussi la frustration que ressentent les jumeaux à ce moment-là, parce qu'on a déjà vécu exactement la même chose. Honnêtement, je trouve ça trop intelligent de la part de Furudate d'avoir fini son match comme ça, parce qu'en une scène, il réussit à développer 4 personnages en même temps. Malheureusement, même si la scène est super évocatrice, je peux pas la considérer davantage pour la simple raison qu'il existe dans ce même match des moments qui sont encore meilleurs à mon sens. Alors justement, parlons-en de ce match, parce qu'en termes de scènes fortes en émotion et en propos, c'est du grand n'importe quoi ce qu'il nous propose. Je pense sincèrement que c'est le match le plus dense en scène de qualité, ce qui en fait peut-être aussi le
meilleur match du manga, mais bon, ça c'est un débat pour une autre vidéo. Là, j'ai surtout envie de me focaliser un peu plus sur Hinata, parce que même si on a trouvé la meilleure scène qui impliquait Hinata et Kageyama, on n'a pas encore considéré certaines des celles où ils étaient seuls. Et il s'avère qu'Hinata en a deux qui sont excellentes dans ce match contre Inarizaki. La première, c'est celle où il permet à son équipe de respirer après une longue passe bien haute, et la seconde, c'est celle de sa réception parfaite. Les deux servent un propos assez similaire dans le sens où elles nous racontent la progression d'Hinata autrement que par ses attaques, à travers son intelligence de placement, sa compréhension tactique du jeu et surtout aussi sa maîtrise des fondamentaux. Forcément, donc elles apportent chacune une vraie touche émotionnelle qui est hyper puissante parce que les scènes sont construites de manière brillante sur le parcours d'Hinata. Personnellement, genre si vraiment j'avais un flingue sur la tête et qu'on m'obligeait à en choisir une des deux, je garderais celle de la passe haute. Mais ça se joue à rien du tout. C'est juste que la scène me touche un tout petit peu plus, dans le sens où elle met davantage en évidence la compréhension du jeu d'Hinata, en contraste avec tous les autres joueurs. Je pense que c'est ça qui me plaît vraiment dans cette scène. On a vu qu'il avait appris à prendre du recul durant son camp d'entraînement, mais là, c'est la première fois qu'il applique concrètement ses enseignements. Et le fait qu'il ait été le seul à se rendre compte de ce dont avait besoin l'équipe, ça me fait un petit quelque chose. Parce que ça signifie que sur cette petite séquence-là, genre un tout petit instant, il a été le meilleur joueur de Karasuno. Je sais pas si on se rend compte, on est à des années-lumière du petit Hinata qui ne pouvait même pas ouvrir les yeux quand il frappait la balle. Et puis, la scène, c'est tellement les émotions. La manière dont elle est racontée, c'est vraiment trop fort. Ça me donne des frissons carrément. Voir le match s'accélérer et l'écran s'assombrir pour qu'enfin intervienne Hinata afin de nous permettre à nous aussi, les spectateurs, de respirer, c'est splendide. À chaque fois que je revois cette scène, je me sens littéralement plus léger. Comme si Hinata m'avait vraiment retiré un truc de la poitrine. Je saurais pas vous expliquer comment c'est possible, mais c'est l'effet que me procure cette scène. D'où mon envie de la garder si on me mettait un flingue sur la tempe. Mais, j'ai bien dit que c'était mon envie, à moi, à Jixtro, c'est donc pas forcément le choix le plus pertinent. Parce que si je devais me détacher un peu de mes billets pour considérer qu'on est dans un contexte où on recherche la meilleure scène d'IQ, je pense que celle qui mériterait d'être conservée, c'est plutôt la réception parfaite d'Hinata. Déjà, parce qu'en termes de bagage émotionnel, cette scène a une construction bien plus profonde que l'autre. Le fait de voir Hinata réussir une réception parfaite, c'est quelque chose qu'on attend depuis 4 saisons. Ça a toujours été un véritable obstacle pour lui, et c'est ça la grosse différence avec l'autre scène à mon sens. Cette réception est ancrée dans un développement qui a commencé à l'épisode 2 de la saison 1, quand Kageyama a fait comprendre à Hinata qu'il était un joueur médiocre parce qu'il n'était même pas en mesure de réceptionner convenablement une simple balle. Et cette difficulté, ou problématique, appelez ça comme vous voulez, ça l'a suivi pendant toute son évolution. Il était constamment rabaissé en tant que joueur précisément parce qu'il ne maîtrisait pas les fondamentaux de son sport, en particulier donc la réception, qui est la base de toutes les attaques au volley. Du coup, quand on prend tout ça en compte, on comprend pourquoi la charge émotionnelle de cette scène est aussi puissante. C'est la première fois de l'œuvre qu'Hinata parvient à exister sur un terrain autrement que par ses qualités physiques exceptionnelles, par un coup de chance tombé de nulle part ou par l'intermédiaire de Kageyama. Cette fois-ci, c'est son travail et son abnégation qui l'ont fait exister. Il n'est plus le faire-valoir de son passeur ou un simple feinteur. Il est un joueur à part entière qui peut contribuer à la victoire de son équipe aussi bien offensivement que défensivement. Puis, la scène a pas arrêté d'être teasée tout le long de la saison parce qu'on voyait Hinata réussir de plus en plus de réceptions, un peu maladroites, et on comprenait que c'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne réussisse une vraie réception parfaite. D'ailleurs, même si le focus de la scène se fait principalement sur Hinata, je suis obligé de vous parler de Kageyama. Il lâche une petite phrase de rien du tout, mais on se sait. Cette petite phrase, elle a plus de poids qu'une statue en bronze tellement elle est lourde de sens. J'aurais jamais cru dire ça un jour, bonne réception. Les gars, est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce qui vient de se passer? Carrément, j'ai envie d'arrêter la vidéo ici. Ça sert à quoi de continuer? C'est évident que c'est ça la meilleure scène d'IQ. Il y a tout ce qu'on pourrait demander d'une grande scène. Elle est belle visuellement, grandiose musicalement, puissante émotionnellement, et elle nous raconte quelque chose sur le personnage impliqué. Franchement, je sais pas ce qu'on pourrait demander de plus. Dites-vous que plus j'en parle et plus je me dis que finalement, même si on me mettait un flingue sur la tempe, peut-être que c'est elle que je choisirais, tellement c'est une dinguerie monumentale le niveau que cette scène me propose. Bon, ok. On a bien kiffé, mais reprenons les esprits, on a toujours un champion à élire. Pour l'instant, du coup, ça se joue entre la réception parfaite d'Hinata, sans surprise, elle est considérée aussi, et la confrontation avec Ushijima. Mais les deux scènes sont tellement grotesques que je vais pas trancher la question tout de suite. On va attendre la fin de la vidéo quand on aura vraiment plus que le très très haut du panier. D'ailleurs, avant de changer définitivement de sujet, je suis obligé de mentionner le méga saut d'Hinata contre Nekoma. La scène est super belle, et même assez importante dans l'opposition entre Hinata et Kenma, mais elle manque un peu de juice, genre elle est cool, sauf que comparé au mastodonte dont on vient de parler, ça fait un peu léger. Et ça me fait mal de dire ça, parce que j'aime trop ce saut, j'aime trop l'opposition avec Kenma et la rivalité des deux. Mais c'est pas assez malheureusement, genre ça joue les 8e, voire les quarts de Ligue des Champions, alors que moi, je recherche un vainqueur.
Avec ça, donc, on peut clore le chapitre d'Hinata et s'intéresser à Kageyama, pour voir si lui possède une scène qui peut prétendre être la meilleure d'IQ. Sauf que, je vais être honnête avec vous, perso, j'en vois pas. Alors, il y a bien 2 de ces scènes que je trouve absolument légendaires et dont je vais vous parler ici, mais à mon sens, elles ne sont quand même pas à la hauteur de ce que j'attends. Surtout que, si vous voulez mon avis, la meilleure scène de Kageyama n'a même pas encore été animée. Mais no spoiler, donc j'en dis pas plus. Du coup, la première des 2 scènes dont je voulais vous parler, c'est la fin de passe qu'il fait contre Aoba Josai en saison 2. Histoire de vous rafraîchir un peu la mémoire, on est au 3e set et les 2 équipes sont à égalité avec 24 points partout. La tension est à son paroxysme et Kageyama, dans le plus grand des calmes, alors que tout le monde s'attendait logiquement à une passe, choisit d'attaquer lui-même. En fait, ce que j'aime avec cette action, c'est qu'elle parachève la victoire de Kageyama sur Oikawa. Même si on savait déjà que, techniquement, Kageyama était au-dessus. Cette supériorité ne se manifestait pas spécialement sur le terrain, parce que Oikawa parvenait toujours à tirer son épingle du jeu. Mais ce match, et cette action en particulier, entérine définitivement la victoire de Kageyama. Il est devenu meilleur que son aîné. Et le plus beau là-dedans, c'est qu'on l'a vu souffrir pour y parvenir. Quand il avait affronté et perdu contre Aoba Josai la première fois, on avait bien vu à quel point sa prestation était pittoresque. Il s'était fait manger par Oikawa à tous les niveaux. Peu importe ce qu'il essayait, Oikawa avait toujours un coup d'avance sur lui. Mais il a continué de travailler et de progresser pour enfin parvenir à dépasser son senpai. Maintenant, l'angle qui me fait vraiment considérer cette scène parmi les meilleurs d'IQ, c'est tout le propos autour du génie, avec le point de vue d'Oikawa. Quand on le voit courir pour essayer de renvoyer la balle, tomber par terre, échouer et devoir faire face au regard de Kageyama, waouh! Juste waouh! Ce plan-là, honnêtement, pur cinéma. Surtout avec le petit monologue interne de Oikawa sur le fait d'avoir toujours su qu'il était moins bon, donc c'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Kageyama a toujours été meilleur que lui, pour autant, il doit continuer de tout donner s'il veut espérer gagner. Puis un autre contraste intéressant que nous propose cette scène, c'est la place du passeur dans le jeu d'une équipe. Oikawa est littéralement en train de nous expliquer que le volley, ça reste un sport d'équipe qui se joue à 6 contre 6, donc il peut gagner même s'il est moins fort que son opposant direct. Mais dans le même temps, on vient de voir Kageyama littéralement remporter un point hyper important à son équipe tout seul, précisément parce qu'il est suffisamment fort pour pouvoir le faire. Au final, c'est bien cette double lecture entre d'un côté l'avènement de Kageyama et de l'autre l'acceptation d'Oikawa qui fait tout le charme de ce moment. Sauf que voilà, suffit d'avancer de quelques instants seulement dans le match pour avoir une scène qui est encore meilleure. Ce qui fait que malheureusement et malgré toutes ses qualités, je peux tout simplement pas garder celle-ci. Les plus malins d'entre vous auront déjà compris de quelle scène je parle, mais on n'en est pas encore là. Avant, je dois vous parler de l'autre scène de Kageyama qui mérite elle aussi d'être mentionnée. Là encore, on va devoir replonger dans le match de Karasuno contre Inarizaki. Pour celui qu'on surnomme le roi du terrain, je pense pas trop me mouiller si je dis que cette scène est celle qui représente le mieux sa qualité de roi. On vient de parler de celle contre Aoba Josai qui était très bonne et on a aussi parlé de son couronnement par Hinata. Mais contre Inarizaki, Kageyama atteint de toutes nouvelles hauteurs en tant que joueur et en tant que personnage. En fait, on le voit enfin prendre la pleine mesure de son statut de roi. La scène du couronnement avait servi de déclencheur pour lui faire comprendre comment il devait jouer, mais le moment où il insiste en rejouant encore sur Tanaka malgré ses doutes, on réalise qu'il a définitivement assumé son rôle. Il ne se cache plus, il excelle dans sa monarchie. C'est fort et hyper intéressant pour le joueur parce qu'on voit bien qu'il a atteint un niveau exceptionnel. En fait, à ce stade de l'histoire, le seul autre passeur qui rivalise encore avec lui, c'est Atsumu. Tous les autres sont dans son rétro. Mais la scène est aussi hyper poignante pour le développement du personnage. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises dans la vidéo, mais tout le propos de Kageyama, c'est apprendre à mieux gérer son rôle de passeur vis-à-vis de ses coéquipiers. Et cette scène, elle nous montre qu'il a enfin réussi à faire la paix avec lui-même. Il a pris les conseils et les critiques qu'on lui faisait, que ce soit ses coéquipiers, son coach, Oikawa ou même Atsumu. Kageyama a pris tout ça, il l'a assimilé pour nous pondre une passe sensationnelle. Et ce qui est vraiment fort ici, c'est que la passe au final n'est pas impressionnante par sa technicité, parce qu'on a toujours su que Kageyama était bon techniquement, donc ça ne sert à rien d'insister là-dessus. Non, ce qui est fort, c'est le contexte qui mène à cette passe. Tanaka demande à recevoir moins de ballons, mais Kageyama refuse. Il impose sa décision sans douter de lui-même, mais tout en étant suffisamment pédagogue pour faire comprendre ses intentions. Du coup, il renvoie une passe à Tanaka, mais c'est un ballon qui est assez simple pour justement lui permettre de choisir lui-même la meilleure manière d'attaquer. Et ça, pour Kageyama, c'est quelque chose d'inédit. Il impose sa volonté et ses choix, mais laisse quand même toute la liberté nécessaire à l'attaquant. C'est subtil comme évolution, mais c'est précisément la subtilité qui manquait à son jeu pour progresser au niveau supérieur. Sincèrement, niveau propos, je trouve ça très très lourd. La scène développe super bien le personnage de Kageyama, mais, parce que évidemment il y aura toujours un mais dans cette vidéo, mais du coup, niveau émotion, je pense qu'elle fera pas assez fort que pour être considérée comme la meilleure scène d'IQ. Là encore, je pense qu'on est en quart de finale de LDC, ce qui est déjà très très bien, mais ça manque d'un petit truc pour aller plus loin.
Ok, donc là, on a bien passé en revue toutes les scènes qui concernaient Hinata, Kageyama ou leur duo. Et après cette très grosse première partie, à mon sens, les deux seules scènes qui méritent encore d'être dans la conversation, c'est la confrontation avec Ushijima en début de saison 2 et la réception parfaite d'Hinata contre Inarizaki. Je pense pouvoir affirmer sans trop de problème que ces deux scènes sont au moins du niveau demi-finale. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à considérer les meilleures scènes de tous les autres personnages de l'œuvre. Mais je vous rassure, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Pour commencer, je vais rester sur le match d'Inarizaki, parce qu'il y a encore au moins 3 grosses scènes qui méritent d'être mentionnées pour une telle conversation. Ah bah, je mentais pas quand je vous disais que ce match était hyper dense en scènes de qualité. Donc, la première, c'est l'entrée en jeu du capitaine, Shinsuke Kita. Alors, c'est particulier, parce que cette scène n'a pas vraiment de force émotionnelle, c'est surtout son propos qui l'a fait exister. Sauf que, du coup, si on ne s'intéresse que à ce que la scène raconte, on est clairement sur une des toutes meilleures d'IQ. Honnêtement, s'il n'y avait qu'une seule leçon à retenir après avoir fini l'œuvre, bah c'est probablement la philosophie de jeu de Kita. On est rien de plus que l'accumulation de nos gestes du quotidien. Ça ne sert donc à rien de se lamenter de pas être assez fort ou même d'angoisser à cause d'une situation à venir. C'est rare les moments dans une œuvre de fiction qui te font vraiment reconsidérer ta manière de penser. Pourtant, c'est exactement ce que fait Kita à ce moment-là. Il dit rien de révolutionnaire, mais c'est formulé d'une manière tellement précise et concrète que tu peux qu'être d'accord avec lui. Bon, par contre, je dis tout ça, mais je peux décemment pas la considérer comme une des meilleures scènes d'IQ. Elle a beaucoup trop de lacunes pour ça. Sur le plan émotionnel, déjà, y a pratiquement rien. Vu que c'est l'introduction d'un nouveau personnage, on n'a pas de construction préalable, ce qui fait que la scène arrive forcément de nulle part. Et puis, visuellement, il y a rien de spécial non plus. C'est juste des actions banales d'un match avec quelques moments de flashback. Encore une fois, si je parle de cette scène, c'est parce qu'elle est hyper importante pour ce que veut nous raconter IQ, mais ça ne suffit quand même pas pour être un prétendant sérieux à la victoire. Ensuite, je dois vous parler d'Atsumu Miya. La scène que je veux mentionner ici, c'est celle de sa passe acrobatique, où il privilégie le fait de s'accroupir pour utiliser tous ses doigts, plutôt que simplement faire une manchette avec ses deux mains. D'une certaine manière, la scène me rappelle un peu le sauvetage du pied Nishinoya, dans le sens où la première chose qui saute aux yeux avec cette passe, c'est la prouesse athlétique d'Atsumu. En revanche, je trouve le propos ici bien plus présent. La scène caractérise parfaitement la philosophie de jeu d'Atsumu et sa manière d'envisager le volley dans son ensemble. En fait, on a droit à une combinaison étrange entre son talent, sa volonté à être efficace, ses capacités physiques impressionnantes, et puis surtout son envie de kiffer et de faire kiffer. Vraiment, il y a toute l'essence du personnage en une seule action, et je trouve ça véritablement remarquable d'avoir réussi à retranscrire aussi bien l'identité d'Atsumu avec une seule passe. D'ailleurs, petite mention aussi à son tout premier service, quand il arrête la musique avec son poing, la scène est beaucoup trop cool pour pas que j'en parle, et honnêtement, pour un personnage qui débarque aussi tard dans l'œuvre, je trouve l'impact d'Atsumu considérable. On dirait qu'il a toujours été là tellement il fonctionne bien, comme si l'histoire attendait juste qu'il soit introduit. C'est pour ça que j'étais obligé de parler de lui dans cette vidéo. Même si la scène ne rivalise pas avec nos deux gros prétendants, la place du perso dans l'œuvre est beaucoup trop importante pour ne pas au moins le mentionner. Ok, et pour finir avec ce match d'Inarizaki, parlons de Ryonosuke Tanaka et son smash croisé. Non, parce que là, on s'est fait kiffer un peu, on a parlé de scènes intéressantes qui cherchaient à raconter quelque chose sur leur perso ou à faire passer un message plus grand, mais on en a presque oublié que les émotions sont une facette tout aussi importante pour déterminer la qualité d'une scène. Et justement, ce qui est fort avec le smash de Tanaka, c'est qu'il ne néglige aucune facette. La scène est forte en émotions, elle sert à développer le personnage et en plus, elle se permet de nous faire passer un message. Le rapport au talent, que ce soit à travers la médiocrité ou le génie, c'est probablement ma thématique préférée dans IQ. Je crois vraiment que c'est ça qui m'a fait tomber amoureux de l'œuvre. La manière dont Furudate traite de ce sujet avec pratiquement tous ses persos, je trouve ça trop intéressant et pertinent. On en a déjà un peu parlé avec Kita et on en reparlera encore plus tard dans la vidéo. Mais ça n'empêche qu'à chaque fois, le message est hyper puissant. Certes, je ne suis probablement pas le meilleur joueur sur le terrain, mais à quoi bon me lamenter sur mon sort? Ça ne va rien m'apporter. Autant utiliser cette énergie à meilleur escient en m'entraînant et en donnant tout mon possible. Être moyen dans un domaine, c'est une réalité qu'on a tous déjà connue, ce qui fait qu'on peut beaucoup plus facilement s'identifier à la problématique de Tanaka. On comprend tout son cheminement de pensée, on comprend ses doutes, on comprend sa baisse de motivation, on comprend que, malgré la façade impassible qu'il veut donner, il reste humain. Et c'est ça la clé de la scène. En fragilisant Tanaka, Furudate nous permet de connecter pleinement avec lui, et de ressentir toute sa galère. Sauf que, du coup, une fois qu'on a connecté et qu'on s'est pris d'empathie pour lui, Furudate nous montre le chemin à suivre pour sortir de cette prison de doute. Il suffit d'avancer malgré les doutes, car de toute façon, on peut pas vraiment se permettre de s'arrêter si on veut gagner. Dans l'idée, le propos n'a rien de révolutionnaire, on est sur du classico-classique, mais bien souvent, quand on cherche à transmettre un message, ce qui compte encore plus que le fond, c'est la forme. On peut avoir le meilleur message du monde, si personne ne veut l'entendre, ça ne sert à rien. Sauf que, du coup, en termes de forme, on fait difficilement mieux que cette scène. Elle est extrêmement puissante émotionnellement. D'abord, on voit à quel point Tanaka galère dans son match face au bloqueur d'Inarizaki, on voit qu'il commence à perdre confiance
confiance en lui, ce qui impacte encore plus sa performance, et quand on pense qu'il est sur le point de craquer pour définitivement s'effondrer, il nous sort le smash le plus fou de toute sa carrière. Je sais pas si on se rend compte de la prouesse, le mec est dos au mur, tout le monde s'attend à ce qu'il se chie dessus, mais lui continue de demander la balle encore et encore, jusqu'à se surpasser pour vaincre ses doutes. Et le fait que ce moment existe à travers Tanaka, je trouve ça d'autant plus pertinent parce que c'est typiquement le genre de personnage dont on ne s'attend pas à voir les doutes. Il semble dégager une telle confiance en lui que le voir douter, c'est presque paradoxal. Mais c'est précisément ce paradoxe qui fait toute la beauté de la scène, et c'est pour ça qu'elle mérite amplement d'être considérée parmi les meilleures d'IQ. Elle coche littéralement toutes les cases possibles. On a des émotions, du développement, un propos pertinent, et il y a même un effort sérieux sur la mise en scène avec la métaphore visuelle des escaliers infinis. Donc ouais, on va clairement garder cette scène de côté parmi les prétendantes sérieuses au titre. Maintenant, pour ce qui est de la prochaine scène, on va pas trop s'éloigner thématiquement, parce qu'on va encore parler du rapport au talent, avec nul autre que Tohoru Oikawa et sa toute dernière passe pour Iwaizumi. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est clairement ma scène préférée de 2IQ, c'est pas pour rien si c'était déjà ça le sujet de ma 3e vidéo. D'ailleurs, je vous en supplie, allez la regarder, s'il vous plaît, pitié, pitié, je sais qu'elle est truffée de défauts, mais quand même, elle mérite au moins, au grand minimum, un petit millefeuille. Enfin, soit, tout ça pour dire que, comme c'est ma scène préférée, je vais probablement être biaisé dans mon jugement. Donc voilà, vous êtes prévenus, faites ce que vous voulez de l'info. La toute première chose dont il faut parler si on veut parler de cette scène, c'est le contexte dans lequel elle survient. On est au 3e set de la demi-finale, et c'est une balle de match pour Karasuno, sachant que l'action qui leur a permis d'avoir un point d'avance, c'était la feinte de Kageyama dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le momentum du match est clairement en faveur de Karasuno. Du coup, quand on voit la balle partir en tribune, tout porte à croire que c'est bon. Soit Aoba Josai ne va pas la renvoyer, soit ils renverront un ballon qui sera facilement gérable pour Karasuno. Sauf que le joueur qui court pour récupérer la balle, c'est Oikawa. Et c'est pas son genre de renvoyer des balles cadeaux. Tant que le ballon n'a pas touché le sol, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout est encore possible. C'est avec cette mentalité qu'il fait la passe la plus belle de toute l'œuvre, je veux rien entendre. Il est en train de courir de toutes ses forces et il arrive quand même à sauter et à renvoyer la balle dans l'autre direction à l'extrême opposé avec une précision, une vitesse et une hauteur absolument parfaites. On a parlé de la passe d'Atsumu tout à l'heure et d'à quel point elle le caractérisait bien. Mais cette passe d'Oikawa fait encore mieux. Son identité de joueur repose sur la facilité de ses passes. Peu importe à quel point lui est dans le mal, son job c'est de mettre l'attaquant dans les meilleures dispositions possibles. Et c'est exactement ce qu'il fait avec cette passe qui traverse tout le terrain sans perdre une once de qualité. Ok. C'est bien tout ça, mais en soi, c'est pas encore différent de la passe d'Atsumu. Alors pourquoi est-ce que je l'aime autant ? Eh bien, parce qu'Oikawa n'envoie pas cette passe à n'importe qui. Il la donne au meilleur joueur de son équipe, qui est accessoirement aussi son meilleur ami. Ils se connaissent depuis toujours, et quand il a eu besoin de compter sur quelqu'un d'autre que lui pour assurer la victoire, il s'est évidemment appuyé sur Iwaizumi. Ce geste-là, quand il le pointe du doigt, franchement, à chaque fois que je revois ce moment, j'ai des frissons qui me parcourent le corps, tellement je trouve la séquence forte en émotion. Parce que là, on parle pas de propos grandioses, on parle pas encore de messages ou de quoi que ce soit, c'est juste leur relation amicale qui prend vie au moment le plus crucial. Dans une œuvre qui possède des duos aussi forts et aussi bien écrits que Hinata et Kageyama, que Tsukishima et Yamaguchi, ou encore que les frères Mia, cette scène où Oikawa fait la passe à Iwaizumi est de tellement loin la plus grande scène en duo du manga. Je vous le dis, aucun autre moment n'est aussi puissant pour ce qu'il raconte sur une relation entre deux personnages. Maintenant, imaginez qu'en plus de tout cet aspect émotionnel dont on vient de parler avec l'importance du point car c'est une balle de match, la prouesse technique de la passe et sa beauté pour la relation qu'elle décrit, imaginez qu'en plus de tout ça, il y a un propos de psychopathe derrière. Parce que la scène ne se contente pas de nous attraper émotionnellement, elle apporte un vrai propos sur le fait de s'accomplir personnellement. Comment exister quand on doit constamment faire face à ses défauts ? C'est là toute la problématique d'Oikawa. Il est condamné à perdre contre des joueurs meilleurs que lui, que ce soit Kageyama ou Ushijima. Depuis qu'il fait du volley, il a dû se rendre à l'évidence qu'il n'était pas le plus talentueux. Et cette réflexion a presque failli lui faire arrêter le volley. À quoi bon continuer s'il sait déjà qu'il ne sera jamais le meilleur ? Mais peut-il réellement s'arrêter alors qu'il n'a même pas encore atteint les limites de son potentiel ? C'est ce que lui dira son mentor et c'est probablement la phrase qui a changé sa vie. Et si vous voulez tout savoir, la phrase a changé ma vie aussi. C'est tellement évident que ça paraît presque idiot. Oui, il a peut-être moins de talent qu'un autre, mais à quoi bon s'en plaindre s'il n'essaye même pas d'être la meilleure version de lui-même ?
Et cette passe représente parfaitement la quête d'Oikawa pour le talent. Il a toujours couru derrière ceux qu'il estimait être des génies hors de sa portée. Pourtant, avec cette passe, il montre qu'il fait lui aussi partie des plus grands. Et c'est parce qu'il a arrêté de se plaindre de ne pas être assez fort, mais qu'à la place, il a tout mis en œuvre pour le devenir. Au niveau du message, je trouve que la scène ressemble pas mal à celle de Tanaka. Mais la différence ici, c'est le contraste proposé avec le génie de Kageyama. En fait, le propos de Tanaka était centré sur lui-même. On voyait comment un joueur médiocre faisait face à ses doutes. Mais Oikawa ajoute une lecture supplémentaire via son opposition. Parce que maintenant, on se demande toujours comment accepter la médiocrité, mais on se demande aussi comment le faire lorsqu'on est constamment témoin du génie d'autrui. Et je pense qu'au final, c'est pour ça que je privilégie la passe d'Oikawa. Surtout que j'en ai pas vraiment parlé, mais cette scène conclut son arc narratif qui a été posé depuis 2 saisons. L'opposition dont je vous parle avec Kageyama, elle a commencé dès le match amical de la saison 1, et elle atteint son apogée en cette fin de saison 2. L'élève contre le maître, le roi du terrain contre le grand roi, le génie contre l'ordinaire. Bref, c'est pour toutes ces raisons que cette scène mérite elle aussi d'être considérée parmi les favorites au titre. Ok, alors on approche doucement de la fin là, donc c'est peut-être le moment d'enfin parler du blog de Tsukishima. En voyant le titre de la vidéo, c'est peut-être la première scène qui vous est venue à l'esprit, et franchement c'est plutôt logique. Là encore, on a une scène qui est forte en émotion, qui a été construite sur la durée, qui fait évoluer le personnage et qui est même plutôt bien réalisée. Aussi, ce qui est intéressant avec cette scène, c'est qu'elle aborde une thématique dont on n'a pas encore vraiment parlé, à savoir la passion. C'est d'ailleurs ce qui la rend si puissante émotionnellement. On voit en direct Tsukishima tomber amoureux de ce sport, lui qui était pourtant si réticent à s'investir dans ce qu'il considérait n'être qu'une activité extrascolaire. Alors, quand on le voit faire ce bloc sur Ushijima, le joueur le plus fort que nous ait introduit jusqu'à présent, le symbole de la domination et de la brutalité, celui-là même qui est réputé pour ne jamais se faire bloquer tellement il est puissant, quand on le voit faire ce bloc et crier de joie, on comprend tout. L'évolution du personnage atteint finalement son apogée. Parce que ce cri, c'est autant un cri de joie et d'exaltation qu'un cri de vulnérabilité. C'est la première fois que Tsukishima s'autorise à pleinement être investi dans une rencontre. Et donc, c'est la première fois qu'il peut ressentir des émotions aussi fortes que celle-là. Il a arrêté de prendre de haut ce qui mettait le rame dans ce sport, et il a fini par comprendre qu'on pouvait pleinement kiffer, même sans être le meilleur. Que le plaisir même du sport n'était pas uniquement dans la victoire, mais plutôt dans le fait de pratiquer le sport, de réussir des actions importantes, de se donner à 100% pour ne pas avoir de regrets. Cette scène, elle va ouvrir un tout nouveau développement pour lui, parce qu'à partir du moment où il accepte de se donner à fond, ça devient un joueur complètement différent, qui explose littéralement son potentiel. Et vous l'aurez remarqué, j'insiste beaucoup plus sur le cri, parce qu'à mon sens, c'est ça l'élément qui rend la scène mémorable. Parce que même si le bloc est impressionnant, seul, il a pratiquement aucun poids émotionnel. C'est le fait de savoir que ce bloc a permis le changement chez Tsukishima, qui nous fait apprécier le tout. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le bloc a son importance aussi pour ce qu'il nous dit de la qualité de joueur de Tsukishima et du contexte du match. Parce que ce point est celui qui permet à Karasuno de remporter le deuxième set. Mais c'est aussi là qu'on comprend à quel point Tsukishima peut être réellement fort en tant que bloqueur. Parce que cette action, il l'a construite de toutes pièces, en mettant progressivement la pression sur le pasteur de Shiratorizawa et en attendant sagement la moindre petite erreur de sa part. Sur le plan technique, l'action est sensationnelle. Donc, si je récapitule, on a les émotions avec le cri de Tsuki, son développement à travers la passion, un propos plus large que le perso sur l'investissement personnel à fournir, une mise en scène aux petits oignons pour nous prendre aux tripes, et une action de jeu réellement impressionnante. Ouais, là encore, on a tout ce qu'on pourrait demander de la meilleure scène d'Aikyo. Du coup, je suis encore une fois obligé de la garder aussi. D'ailleurs, j'en ai pas parlé parce que sinon ce serait trop long, mais cette scène est aussi géniale pour la relation entre Tsuki et Yamaguchi. Alors, c'est secondaire certes, mais c'est quand même présent et perso, ça me fait un petit truc à chaque fois parce que on a vu à quel point Yamaguchi soutenait constamment Tsuki. Donc le voir être fier de son pote, c'est hyper cathartique. Ok, je pense que là c'est bon, j'ai fait toutes les scènes qui méritaient d'être considérées parmi les meilleures d'Aikyo. La seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est départager celles que j'ai mises de côté. Mais avant de faire ça, laissez-moi juste quelques secondes pour vous parler du dernier point du match contre Nekoma, quand la balle glisse des mains de Kenma. Je vous l'ai dit en début de vidéo, Kenma c'est un de mes persos préférés. Donc je suis obligé de vous parler de la scène qui caractérise le mieux son écriture. Si j'avais qu'une seule scène à retenir de toute la rivalité entre les chats et les corbeaux, ce serait clairement celle-ci. Parce que, au-delà de Kenma, elle symbolise aussi le respect mutuel qu'ont ces deux équipes l'une envers l'autre et l'envie de chacune d'affronter l'autre. Alors, le fait que le dernier match se termine avec un ballon qui glisse à cause de l'accumulation de la transpiration, tellement le rallye était long, je trouve ça trop beau. Et puis, évidemment, juste derrière, on a Kenma qui s'effondre de fatigue et qui, pour la première fois, admet avoir pris du plaisir en jouant. Sensationnel, du pur cinéma. Mais bon, je vais pas m'étaler plus longtemps parce que fondamentalement, le propos de la scène ressemble pas mal à celui de Tsukishima. En même temps, les deux persos ont un développement similaire sur leur rapport au volley. Du coup, comme les scènes se ressemblent, autant garder la meilleure des deux.
Ok, là c'est bon, j'en ai fini avec mes feintes, maintenant on va vraiment élire la meilleure scène d'Aikyu. Et pour l'instant, celle que j'ai décidé de garder, c'est la confrontation d'Hinata et Kageyama avec Ushijima, la dernière passe d'Oikawa pour Iwaizumi, le bloc de Tsukishima sur Ushijima, la réception parfaite d'Hinata et le smash croisé de Tanaka. Et déjà là, je vois deux scènes que je peux facilement éliminer de la conversation. La première, c'est le smash croisé de Tanaka. Ce sera un peu la même logique que celle que j'ai utilisée pour Kenma. En fait, dans ce que les scènes racontent, ce smash de Tanaka ressemble à la passe d'Oikawa, avec cette idée de ne pas se laisser abattre par sa propre médiocrité. Sauf qu'à choisir, pour moi, la meilleure scène des deux, c'est celle d'Oikawa. Alors ça se joue pas à grand chose évidemment, mais je la trouve un peu plus forte en émotion de par le contexte du point et la plus grande ambition thématique. Maintenant, l'autre scène que je vais éliminer, c'est la confrontation avec Ushijima. Parce qu'au final, même si je kiffe la scène, Haikyuu, c'est un manga de sport. Et je trouverais ça bizarre si la meilleure scène de l'œuvre n'était même pas une action de volley à proprement parler. Du coup, on se retrouve avec un dernier trio qui comprend la passe d'Oikawa, le bloc de Tsukishima et la réception d'Hinata. Et là, franchement, peu importe laquelle on choisit, c'est pas le scandale du siècle. Les trois peuvent facilement être considérés comme la meilleure scène d'Haikyuu. Mais je vous ai fait une promesse en début de vidéo, donc je vais m'y tenir. Si je voulais garder la réception d'Hinata, je vous dirais que c'est de loin la scène la plus importante pour le développement du protagoniste, et par essence, c'est le personnage qu'on a le plus suivi, celui dont on connaît tous les problèmes et les obstacles. De ce point de vue, donc, ce serait logique d'élire cette scène comme la meilleure d'Haikyuu. Si je voulais garder le bloc de Tsukishima, je vous dirais que c'est la scène qui sublime le meilleur développement de l'œuvre. En effet, pour beaucoup, Tsuki est le personnage le mieux écrit du manga. De ce point de vue, donc, ce serait logique d'élire cette scène comme la meilleure d'Haikyuu. Si je voulais garder la passe d'Oikawa, je vous dirais que c'est la scène qui retranscrit le mieux le message global de l'œuvre avec le rapport au talent, à l'effort, mais aussi à la défaite, parce que cette passe n'aboutira pas sur un point. De ce point de vue, donc, ce serait logique d'élire cette scène comme la meilleure d'Haikyuu. Alors, si les trois le méritent logiquement, laquelle garder ? Eh bien, après une longue et bonne réflexion, je pense sincèrement que la meilleure scène d'Haikyuu, c'est la passe d'Oikawa. Je suis forcément biaisé, parce que c'est ma scène préférée, donc j'entendrai que vous ne soyez pas d'accord. Mais, si je prends un peu de recul sur la situation, Haikyuu, c'est un manga, donc une œuvre d'art qui a un message à faire passer et des émotions à transmettre. Nos deux critères de base, en gros. Sauf que quand je me focalise uniquement sur ces deux éléments-là, à chaque fois, la passe d'Oikawa ressort en tête. Si on prend la réception d'Hinata, par exemple, je pense qu'émotionnellement, la scène est devant pour beaucoup de monde et même pour moi, en vrai. Mais si je devais trouver un problème à la scène, je dirais qu'elle ne raconte rien au-delà d'Hinata. Dans le sens où elle développe parfaitement le personnage, elle contribue à son écriture à lui, mais elle ne transmet pas un message de plus grande envergure. Et c'est justement cet argument qui me fait revenir à chaque fois sur la passe d'Oikawa, parce qu'en plus de contribuer à l'écriture du perso, sa scène raconte aussi quelque chose sur le talent et la médiocrité. Alors, vous pourriez argumenter que c'est la même chose pour la réception d'Hinata, vu qu'elle nous montre que c'est possible de progresser. Et c'est vrai, mais c'est nettement moins explicite, donc je préfère donner l'avantage à la passe d'Oikawa. Par contre, pour le bloc de Tsukishima, c'est encore plus serré dans mon esprit. Parce que là, on pourrait vraiment argumenter que la scène dépasse le cadre du perso, avec tout le propos sur l'investissement personnel à fournir, si on veut pouvoir kiffer sa vie. Mais justement, la raison pour laquelle j'élimine aussi cette scène, c'est parce qu'à mon sens, cette thématique sur la passion est légèrement, vraiment, ça se joue en rien du tout, elle est légèrement moins importante que celle du talent, si on s'intéresse à ce que veut raconter Furudate. Après avoir vu, lu, revu et relu Haikyuu, à mon humble avis, s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de toute l'œuvre, ce serait que le talent se développe avec l'entraînement. Furudate place une réelle emphase sur les entraînements, et tout le long, il cherche aussi à démystifier les génies, en expliquant qu'une grosse partie de leur réussite repose sur leur capacité à s'entraîner infiniment plus que la moyenne. Donc, quand je prends tout ça en compte, je me dis que la meilleure scène d'Haikyuu, pour ce qu'elle raconte, pour le contexte dans lequel elle survient et pour son impact émotionnel, c'est définitivement la passe d'Oikawa pour Iwaizumi. Bon, voilà, chose promise, chose due, vous avez maintenant la meilleure scène d'Haikyuu selon moi. La vidéo était un peu plus longue que prévu, mais en fait à chaque fois que je commençais à parler d'une scène, j'avais un milliard de trucs à dire dessus, c'est infernal. D'ailleurs j'ai aucune idée de si le format va vous plaire ou pas, donc ce serait cool si vous pouviez me faire vos retours en commentaire. Perso, j'ai trop kiffé faire la vidéo, vraiment, Haikyuu a trop de moments exceptionnels, c'est un plaisir fou d'en parler à chaque fois, je pense que je m'en lasserai jamais. Bref, c'était tout pour moi, si vous avez kiffé, je vous invite à liker, à booster et à vous abonner, histoire de soutenir la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, c'était le Strauss, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.